Alors, soyez les bienvenus à cette présentation. Comme vous pouvez lire sur l'écran, le titre Hyper Polyglot Activists, Learn Languages Make a Difference. 10 mythes polyglottes. Donc, tout d'abord, je souhaite vous parler de Hyper Polyglot Activists, Learn Languages Make a Difference. Alors, qu'est-ce que c'est des Hyper Polyglot Activists? C'est un projet de solidarité communautaire qui essaie de connecter des connaissances spécialisées à l'université à propos des langues avec des besoins sociaux et politiques plus grands au-delà de l'université. Et alors c'est comme ça qu'on essaye de faire un monde meilleur à travers l'apprentissage des langues. Et alors je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a 3 domaines qui sont fortement connectés, voire l'activisme, la polyglosse et la linguistique, mais on a tendance pourtant à les étudier de façon séparée. Et c'est pour ça que je crée The Hyper Polyglot Activists pour essayer de contribuer à cette lacune entre tous les 3 domaines. Et alors, qu'est-ce que c'est un mythe polyglotte? Donc, un mythe polyglotte, c'est une idée reçue, ça veut dire quelque chose qu'on a entendu parler beaucoup de fois, peut-être à quelqu'un à qui on fait confiance, par exemple notre prof à l'université, un influenceur sur YouTube, etc. Et car on a entendu à cette personne dire ça, on a supposé que c'est une vérité. Mais pourtant, ce ne l'est pas ou pas exactement. Donc c'est un mythe. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter 10 mythes polyglottes et essayer de déconstruire ces genres de mythes. Premièrement, les gens parlent avec un accent. Il y a seulement certains gens qui parlent avec un accent, tandis que certains d'autres ne le font pas. Deuxièmement, les drapeaux correspondent avec des langues et vice-versa. Troisième, certaines langues sont-elles étrangères, entre des guillemets. Quatrième, les gens pensent dans des langues spécifiques. Il y a des gens qui pensent en allemand, il y a des gens qui pensent en swahili, etc. Numéro 5, le monde semble différemment dans chaque langue. Donc si moi je parle l'espagnol en tant que première langue, mon monde est radicalement différent de votre monde si vous ne parlez pas l'espagnol en tant que première langue. Numéro 6, le monolinguisme est la norme lorsque le multilinguisme serait l'exception qui fait la règle. Numéro 7, des locuteurs natifs existent et ils sont meilleurs que le reste. Numéro 8, les polyglottes sont plus tolérants que ceux qui parlent seulement une langue. Numéro 9, les langues peuvent être comptées et collectées comme s'il s'agissait de petits Pokémon. Pour finir, les gens mélangent de langues, voire changent de code. Donc, premièrement, certains gens ont un accent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un accent? Alors, un accent, ça vient du latin accentus, ça veut dire juste l'intonation avec laquelle on parle. Donc, de ce point de vue, qui a un accent? On a tous un accent. Parce qu'on utilise tous une intonation, c'est pour ça qu'en anglais on dit « speaking without an accent is like typing without a font ». L'accent, c'est quelque chose qui véhicule notre discours lorsqu'on parle. Alors c'est nécessaire. Donc, si ça c'est le cas, qu'est-ce qu'on veut dire vraiment quand on dit « tu as un fort accent dans cette langue, tu as un accent ». On veut dire juste l'accent, l'intonation que tu es en train d'utiliser est éloigné de la variété la plus standardisée dans cette langue. Par exemple, si on parle l'anglais britannique et que notre accent est éloigné de l'accent qu'on associe à Queen's English ou King's English, on va dire « tu as un accent en anglais ». Pourtant, ça ne veut pas dire qu'on a un accent, ça veut dire juste que notre accent est différent, vachement différent parfois, de l'accent plus standardisé. Alors,
bien sûr, l'accent, on l'associe avec une certaine classe politique, sociale, économique, etc. Et c'est pour ça que Rosina Lippi a dit que l'accent est le point de départ du gatekeeping. Donc ça veut dire de gérer l'accès d'une classe sociale, politique et économique dans une autre classe plus haute. Et alors, est-ce qu'on devrait tous adopter un accent standardisé dans la langue qu'on est en train d'apprendre? Et je pense pas forcément, car les problèmes ne sont pas les accents par eux-mêmes, mais plutôt les préjugés sociaux et politiques qu'on associe à certains accents. Alors, prochaine fois qu'on essaye de vous vendre un accent, un cours de réduction d'accent, je vous encourage plutôt à vous renseigner sur The Accentism Project. C'est un projet qui essaie d'examiner la discrimination sur la base de l'accent. Donc le problème, de nouveau, ce n'est pas l'accent, c'est pas une question de réduire l'accent, c'est une question de réduire les préjugés qu'on associe à ces accents. Deuxièmement, les drapeaux représentent des langues. Alors je sais qu'on a tous ces petits drapeaux ici. Mais qu'est-ce que les drapeaux représentent, pour commencer avec? Bon, ils représentent des pays, des nations ou encore des institutions. Mais bien sûr, le problème est que beaucoup de ces pays, nations et institutions n'ont pas une langue ou encore, ils ont plus d'une langue. Et alors, de la même manière, certaines langues n'ont pas de drapeau, ou encore, ils ont beaucoup de drapeaux, beaucoup plus d'un drapeau. Alors, par exemple, les Nations Unies, il y a 6 langues officielles chez les Nations Unies, laquelle correspond avec ces drapeaux. Même chose avec l'Union européenne, dont il y a plus de 20 ans de langues, laquelle spécifiquement correspond à ce drapeau. L'Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles, ou encore les États-Unis, il n'y a pas de langue officielle. Donc, quelle serait la langue représentée par ce drapeau, du point de vue légal, par exemple? Ou vice-versa. Parfois, on a une langue, par exemple l'espagnol, et il y a tous ces drapeaux qui correspondent avec, alors lesquels seraient les drapeaux qui correspondent mieux avec l'espagnol? Ça serait difficile à dire quand même, et ça aurait des connotations différentes dans chaque cas. Puis, il y a des langues, par exemple, qui n'ont pas un drapeau officiel, comme le ladino, le judéo-espagnol, vous savez, c'est la langue de ma spécialisation. Donc, même s'il y a des projets pour suggérer un drapeau pour cette langue, il n'y a pas un consensus sur lesquels devraient être les drapeaux de cette langue. Alors, est-ce que ça n'existe pas? Qu'est-ce qu'on fait ici, par exemple? Moi, j'écris ladino dans un des alphabets historiques qu'on a utilisés pour écrire le ladino, voire le solitreo. Mais ça, c'est ma solution personnelle. Est-ce que les drapeaux sont-ils neutres? Bien sûr que non. Ils ont des implications sociopolitiques très importantes, souvent controversées, souvent discriminatoires. Par exemple, est-ce que ces deux drapeaux représentent le même pays? Ça serait quand même une question controversée, n'importe quelle est votre réponse, n'est-ce pas? Même chose ici. Ou encore, si je pars dans un événement d'échange linguistique et que je porte le drapeau de l'Espagne, est-ce que je suis en train de représenter les mêmes langues que si je porte le drapeau du Mexique? Est-ce qu'il y a seulement l'espagnol qui est parlé en Espagne? Est-ce qu'il y a seulement le nahuatl qui est parlé en Mexique? Donc, il y a plus de 20 ans de langue nationale en Mexique, laquelle serait précisément représentée par ce drapeau. Et alors, s'il y a tous ces problèmes de correspondance entre des langues et des drapeaux, est-ce qu'il n'y a jamais une équivalence claire entre un drapeau d'un côté et une langue de l'autre? Pas forcément, ça ne serait pas évident du tout. Même si on dit par exemple, ces drapeaux, ça représente que l'espéranto, il y a des gens qui utilisent ces drapeaux pour défendre la cause espérantiste. Et alors, dans ce sens-là, tous les deux, les espérantistes et les espérantophones utilisent ces drapeaux. Alors, on ne doit pas forcément parler l'espéranto pour pouvoir porter ces drapeaux.
Une chose pareille avec le yiddish, on peut soutenir la culture, la religion associée à ces drapeaux sans forcément parler le yiddish. Alors, est-ce qu'il y a une alternative meilleure? On pourrait juste adopter des noms de langues dans leur format local. Par exemple, au lieu de porter le drapeau de la Russie pour représenter les Russes, vu qu'il y a tellement de langues qui sont parlées en Russie, on pourrait juste mettre les noms dans l'alphabet cyrillique en russe, ruski yazik, par exemple. Même chose avec le judo-espagnol, avec l'allemand ou le mandarin. Et ça pose bien sûr la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise déjà ce système? Est-ce que ça s'utilise quelque part? Et la réponse est oui. Si vous avez été à Paris et que vous avez participé du Polyglot Club, vous allez voir qu'ils utilisent déjà ce système de langue dans leur format local plutôt que des systèmes de drapeaux. Numéro 3, il y a certaines langues qui sont étrangères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'une langue est-elle étrangère? On veut dire juste que ce n'est pas une langue parlée par trop de monde dans les pays du locuteur en question. Par exemple, ici, au Mexique, on dirait l'arménien ou le swahili, ce sont des langues, entre guillemets, étrangères. Quel est le problème avec ce genre d'étiquetage? C'est problématique car il suppose une liaison entre la langue et la nation qui est contingente et en plus, elle est dangereuse. Dans quel sens? Par exemple, Ray Agudo, directeur du programme de langue aux États-Unis, il a remarqué que dans la mesure où la langue fonctionne aussi en tant que marqueur oral de différence, particulièrement à propos de la race, étiqueter des langues en tant qu'étrangères assume des connotations, suppose des connotations dangereuses qui vont de la discrimination jusqu'à l'une la plus directe, des attaques physiques et verbales sur des locuteurs en espagnol au plus récent épisode de violence anti-asiatique. Ces attaques victimisent ceux qui ont une image et sont de façon différemment à comment le fait cette fantaisie nativiste qu'on a parfois dans la tête. Et alors, quelle serait une alternative réaliste? On pourrait juste dire « langue du monde, world languages ». Si vous avez déjà remarqué, à l'université, il y a plein de départements qui, à l'époque, se disaient des départements de langue étrangère et qui maintenant ont changé pour départements de langue du monde. Alors, est-ce que ça, c'est une solution parfaite? Bien sûr que non, car on pourrait adopter une étiquette différente, mais continuer avec des pratiques discriminatoires. Et alors, il faut accompagner ce changement d'étiquette avec un changement réel de pratique. Mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà meilleur que l'usage d'une étiquette comme étrangère qui présuppose ce binarisme entre local et les gens qui ne sont pas locaux. Numéro 4, les gens pensent dans des langues spécifiques. Ça, c'est un de mes favoris. Donc, les gens pensent en allemand, en français. Si je suis en train d'apprendre nahuatl, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir penser en nahuatl, etc. Alors, il y a plusieurs annonces qui nous font penser ça, n'est-ce pas? Alors, par exemple, ici, comment penser dans une langue différente? Si notre ami Lucas, comment penser directement dans la langue qu'on est en train d'apprendre? Des méthodes scientifiques pour apprendre à parler dans une langue. Qu'est-ce que tous ces trois annonces ont-ils en commun? Tous les trois présupposent qu'on pense dans des langues. Voilà, alors que la langue est le véhicule de la pensée. Mais est-ce que ça c'est même un peu vrai? Et la réponse, d'après certains auteurs, est pas du tout. Car on pense prélinguistiquement, voire non-verbalement, et puis on étiquette ces pensées dans des langues spécifiques, ce qui crée la sensation qu'on a pensé d'abord dans une langue, quoi que ce soit notre première langue ou pas. Et alors, c'est une espèce d'illusion cognitive, on dirait. Michael Erhard, dans Babel No More, a remarqué que ce que les gens veulent dire quand ils disent penser dans une langue vient du fait d'être plus capable à parler immédiatement dans cette langue, sans besoin de traduire d'une autre langue qu'on connaît mieux. Mais ce n'est qu'une illusion cognitive au bout du compte.
Alors, est-ce qu'il y a des exemples de pensée prélinguistique? Vous qui ne pensez pas dans des langues, est-ce qu'il y a des exemples de pensée prélinguistique? Et bien sûr, par exemple, chez les animaux, ils sont capables parfois de se reconnaître au miroir. Ils sont aussi capables de calcul, etc. Pourtant, ils ne parlent pas des langues nommées, genre l'espagnol, le japonais, le mandarin, etc. Il y a aussi des enfants qu'avec juste 5 mois sont capables de faire des calculs basiques sans pourtant être capables à s'exprimer dans des langues. Et il y a aussi des adultes, par exemple, avec des lésions cérébrales qui ne peuvent pas s'exprimer de façon linguistique. Pourtant, ils sont toujours capables à faire des calculs. Alors, il y a des façons de penser qui ne présupposent pas la capacité à s'exprimer linguistiquement. Alors, si ce n'est pas la langue, quel est le véhicule de la pensée? Et Steven Pinker dit que c'est quelque chose qu'on pourrait appeler mentalisme, pour faire la distinction entre mentalisme ou langue de pensée d'un côté et des langues nommées, genre japonais, swahili, de l'autre. Alors, il a remarqué chez The Language Instinct que les mentalistes ne peuvent pas être comme les langues nommées qu'on parle, car il y a une ambiguïté chez les langues nommées qui n'existe pas dans la langue de pensée. Il y a un manque d'explicitation logique qui existe chez les langues nommées qui n'existe pas dans la langue de pensée. Il y a des problèmes de coréférence et de deixis. Ça veut dire parfois on utilise un mot qui correspond à plusieurs réalités, ou encore il y a une réalité qui correspond à plusieurs mots. Alors ça crée des problèmes quand il s'agit de penser plus vite. Alors il a tiré la conclusion, Steven Pinker, que les gens ne pensent pas en anglais ou chinois ou apache. Ils pensent dans une langue de pensée, et ces langues de pensée probablement ressemblent un petit peu à toutes ces langues, nommées comme le japonais, le swahili, le français, mais en comparaison avec n'importe quelle de ces langues, elle doit être un peu plus simple dans certains aspects et un peu plus complexe dans certains d'autres. Numéro 5, le monde semble différemment dans chaque langue. Ça, c'est une idée très, très intéressante. Ça vient de ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf, même si ni Whorf ni Sapir appelaient cette hypothèse comme telle. Mais en tout cas, le problème central est que la langue que les gens parlent a une influence sur leur perception du monde. Et alors, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des preuves en faveur de ça? Et bien sûr, il y a plein de preuves en faveur de l'influence des langues dans notre perception du monde. Concernant l'espace, concernant le temps, les numéros, la couleur, le genre et même la façon dans laquelle on parle de certains événements est affectée par la langue qu'on parle. On n'est pas en train de nier ça. Par exemple, chez les couleurs, en russe, il n'y a pas juste un terme pour ce qu'on appelle bleu. Pourtant, il y a plusieurs mots pour décrire différentes tonalités de ces couleurs. Et alors, comme résultat, ceux qui parlent le russe sont un peu plus rapides quand il s'agit de distinguer différentes tonalités de bleu. En particulier, 124 millisecondes plus rapides. Et alors, la question que je me pose est, pas exactement si les langues qu'on parle ont une influence sur notre perception du monde. Ça existe, il y a des preuves en faveur. La question, c'est plutôt, est-ce que ce genre d'expérience montre que chaque langue est équivalente à avoir une conception radicalement différente du monde? Et là, je dois répondre non. Je pense que souvent, on a tendance à penser que oui, parce que ça se sent bien. Parce que ça serait super si en apprenant une nouvelle langue, je peux arriver dans une conception du monde radicalement différente. Pourtant, je pense qu'on peut être capable d'apprécier des langues et l'apprentissage des langues en général sans besoin d'exagérer sur la base d'une expérience qu'on n'a pas, sur la base de preuves qu'on n'a pas. Alors c'est pour ça que je suis moins d'accord avec Lera Boroditsky quand elle a remarqué que l'esprit humain a inventé pas seulement
un univers cognitif, mais plutôt 7000. Il y a 7000 langues dans le monde, plus ou moins, dont 7000 univers cognitifs. Je suis plutôt d'accord avec John McWhorter lorsque, chez la Polyglot Conference de 2015 à New York, il a remarqué qu'on arrive à un obstacle insurmontable lorsqu'on essaie d'aller au-delà des preuves qu'on a, des preuves limitées, comme cette réaction oculaire de 124 millisecondes, et on essaie de tirer des conclusions plus générales à propos des conceptions de l'univers, à propos des genres humains, etc. Alors, si ce n'est pas ce type de connexion qu'on a entre la langue et le monde, quelle est la nature de cette connexion? Et voilà, pour la plus grande partie, les langues reflètent le monde. Oui, elles ont aussi une certaine influence sur le monde, mais cette influence est plus limitée que l'influence du monde sur les langues et les mots qu'on utilise. Donc, chez le paradigme du réalisme critique, on fait une conception comme ça, dont les mots ont une influence plutôt faible sur le monde, tandis que le monde a une influence plus forte sur les mots, même si cette influence va dans toutes les deux directions, pas avec la même intensité pourtant. Numéro 6, l'exception. Le monolinguisme est la norme et le multilinguisme est l'exception qui confirme la norme. Pourquoi cette idée est-il tellement répandue dans notre monde? On peut parler sur normes, on peut parler des normes dans deux conceptions différentes. Normes statistiques, ça veut dire la majorité, ou encore normes idéologiques, ça veut dire la convention sociale. Alors, du point de vue statistique, est-ce que la plus grande partie de la population mondiale est multilingue ou pas? 60% de la population mondiale parle plus d'une langue. Comme vous pouvez voir sur l'écran, selon l'investigation d'Elizabeth Gratian, 40% des gens dans le monde parlent qu'une langue. 43% de la population est bilingue, 13% trilingue, 3% multilingue, finalement 1% polyglotte. Félicitations, on est les 1%. Peut-être pas économiquement, mais de toute façon, c'est déjà les 1%. Mais dans tout cas, la somme de polyglottes, multilingues, trilingues et bilingues, ça fait 60%. C'est ce qui est plus que juste 40% de gens monolingues. Alors, si les multilingues sont la majorité de la population mondiale, pourquoi on a-t-il le préjuge qu'ils représentent la minorité? Et bien sûr, l'explication, c'est qu'il s'agit d'une norme idéologique. On a juste internalisé cette idéologie linguistique du monolinguisme selon laquelle un pays correspond avec une langue. Et on a fini par supposer que ça, c'est le point de départ et que ce qui ne correspond pas avec ce point de départ est l'exception. Donc le multilinguisme serait l'exception qui fait la règle du monolinguisme. Pourtant, ce n'est pas comme ça. Il faut juste comprendre qu'on a internalisé cette idéologie linguistique de monolinguisme qui trouve son origine dans le colonialisme européen et ce modèle qui établit les fausses équivalences entre une langue, un drapeau, une nation. Numéro 7, certainement polémique. Des locuteurs natifs existent et ils sont meilleurs que le reste. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit des locuteurs natifs? Bon, en général, on veut dire quelqu'un qui parle les langues en question depuis que lui ou elle était tout petite. Quel est le problème avec cette étiquette? Premièrement, il s'agit d'une idéalisation décontextualisée. On parle ici d'une généralisation plutôt que d'un fait objectif. Comme Chomsky a-t-il exprimé, la plus grande partie de la théorie linguistique se base sur cette idéalisation du locuteur qui se trouve dans une communauté homogène, qui n'est pas affectée par des distractions de mémoire, par des limitations, etc. Pourtant, dans le monde réel, ce n'est pas le cas. Dans le monde réel, ça n'existe pas.
Et en plus, cette idéalisation est fortement associée dans notre monde avec certaines notions d'ethnicité, de nationalité, d'accent, d'image. Mais aucun de ces aspects, ni l'ethnicité, ni la nationalité, ni l'accent, ni notre image, n'a rien à voir avec notre performance linguistique. C'est pour ça que dans la linguistique critique, on parle plutôt de L1 speakers, de locuteurs en tant que première langue, locuteur en français en tant que première langue, locuteur en espagnol en tant que première langue, etc. Et ça pose la question, est-ce que ces locuteurs sont forcément meilleurs? Pas forcément. Il y a certains aspects dont ils ont une tendance à être plus performants et d'autres dans lesquels ce n'est pas le cas. Par exemple, en général, c'est important de remarquer ça, en général, pas forcément dans chaque cas, en général, les gens qui parlent une langue en tant que première langue sont meilleurs quand il s'agit de prononcer, quand il s'agit de fluidité et de connaître des aspects culturels qui sont relationnés avec cette langue. Pas forcément, mais en général, oui. Par contre, ils n'ont pas cette conscience de qu'est-ce qu'il faut pour apprendre cette langue en tant que deuxième, troisième, quatrième langue, etc. Pourquoi? Car ils n'ont eu jamais cette expérience. En plus de ça, ils n'ont pas développé forcément la capacité à se communiquer de façon simple et efficace dans une deuxième, troisième langue. Et bien sûr, c'est plus difficile à s'identifier avec ces gens, car dans les cas de gens qui parlent une langue en tant que deuxième, troisième, etc., on peut voir leur parcours, comment ils sont arrivés à avoir cette capacité à parler ces langues. Et alors on peut se dire, voilà, Sébastien, il est mon ami, il a appris Swahili, donc s'il l'a fait, pourquoi je ne peux pas le faire? Donc ça m'encourage à l'apprendre. Tandis que si on voit quelqu'un qui parle Swahili en tant que première langue, on peut se dire, voilà, ça a l'air difficile. Et je vous dévoile un petit secret, la plupart des locuteurs d'une langue en tant que première langue n'ont pas un niveau C2 dans le cadre européen. Car ça n'a rien à voir avec la nationalité ou l'ethnicité où on est né, mais plutôt avec notre performance linguistique. Au bout du compte, les langues ne sont pas des entités biologiques, mais des constructions socioculturelles. Donc c'est normal que notre performance dans une certaine langue soit plus haute ou plus basse, indépendant de plusieurs facteurs. Numéro 8, la tolérance. Voilà, les polyglottes, ils sont plus tolérants que des gens qui parlent seulement une langue. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est une question intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est la tolérance? On peut parler en général de tolérance cognitive, donc tolérance envers l'ambiguïté et la nouveauté, ou encore tolérance culturelle. Ça veut dire notre capacité à gérer, à se débrouiller avec des autres cultures. Et est-ce qu'il y a des preuves en faveur de cette thèse que les polyglottes sont plus tolérants que ceux qui parlent seulement une langue? Oui, il y a des preuves qui montrent que la polyglosse augmente la tolérance cognitive et culturelle et vice-versa. Ça, c'est vrai. Il y a des preuves en faveur. Ça, je ne veux pas nier. Alors, par exemple, ici, dans cet article scientifique, on peut juste voir qu'un haut degré de multilinguisme fait les gens plus à l'aise quand il s'agit de tolérer l'ambiguïté. Voilà, tolérance cognitive. Encore, dans cet article, l'acquisition d'une langue en tant que deuxième langue n'est pas juste relationnée avec l'acquisition de formes linguistiques, mais aussi d'une compétence interculturelle. Et finalement, encore une fois, le multilinguisme est un facteur important quand il s'agit de réduire les préjugés, donc tolérance culturelle. Ça pose la question, il y a des preuves en faveur, ok, on savait déjà ça, on avait cette intuition au moins, mais est-ce qu'il y a des preuves contre ça, contre la thèse que les polyglottes sont plus tolérants que ceux qui parlent seulement une langue? Eh oui, ils étaient aussi des membres du parti nazi, alors ils n'étaient pas l'épitome de la tolérance multiculturelle.
Pourquoi? Car la compétence polyglotte n'implique pas forcément la capacité d'avoir une tolérance interculturelle. En plus de ça, il y a le paradoxe de la tolérance de Karl Popper. Je ne sais pas si vous avez étudié ça, mais la thèse est qu'on ne peut pas être absolument tolérant avec n'importe qui. Car si on est tolérant avec tout le monde, on va tolérer ceux qui sont intolérants. Et ceux qui sont intolérants vont nous détruire. Donc pour être tolérant, il faut ne pas tolérer les gens qui sont intolérants. Okay? Troisième, il y a l'aversion à ceux qui ne sont pas des polyglottes. Je suis sûr que vous avez déjà remarqué ce genre de mime. You wouldn't understand, you filthy monolingual. Et oui, on peut dire c'est une blague, blablabla. Mais on peut aussi dire c'est un symptôme de quelque chose de plus grave, qui est un certain complexe de supériorité qu'on a acquis en tant que polyglotte. Et qui nous fait penser que même si on fait des erreurs, ces erreurs viennent du fait qu'on parle tellement de langues qu'on va forcément faire des erreurs. Alors, ce n'est pas vraiment ma faute, ce n'est pas que je fais une erreur, c'est juste que je parle tellement de langues que si jamais tu parlais les mêmes numéros de langue que moi je parle, tu vas les comprendre. Mais tu ne vas jamais comprendre de toute façon. Et finalement, comme j'ai déjà expliqué, les polyglottes souvent reproduisent certains préjugés racistes et coloniaux qui ont à voir avec des façons de discrimination comme l'accentisme, cette fausse équivalence entre les drapeaux et les langues, l'étiquetage des langues en tant que langue étrangère, etc. Souvent, ce n'est pas une action consciente, pourtant, elle est là. Et donc ma conclusion est, oui, il y a une corrélation positive entre la polyglotte et la tolérance, mais aussi chez la communauté polyglotte, il y a des formes spécifiques d'intolérance et on doit être conscient de ça si on veut améliorer et être plus inclusif. Et voilà, on approche la fin. Il y a juste numéro 9 et numéro 10. Numéro 9, les langues peuvent être comptées et collectées comme des petits Pokémon. Voilà, j'ai un Pokéball, je capture ces langues, maintenant je parle 12 langues. J'ai un autre Pokéball, je jette, maintenant je parle 13 langues, etc. Alors, voici la conception traditionnelle qu'on a sur les langues. On va dire que je parle 3 langues, l'espagnol, l'arabe et l'anglais. Voilà, l'espagnol, l'arabe et l'anglais. 3 langues complètement indépendantes, séparées, enfermées sur eux-mêmes. Et ça pose la question, est-ce que cette conceptualisation intuitive qu'on a sur les langues est une conceptualisation universelle, spontanée, naturelle? Et j'ai dit non, ça vient de l'internalisation des idéologies monolangues qui nous font penser que des phrases genre en Espagne, les gens parlent espagnol, ou en Allemagne, les gens parlent allemand, ce sont des truismes, ce sont des choses qui sont évidemment vraies. Pourtant, ils ne le sont pas. En Espagne, les gens parlent espagnol, oui, mais aussi catalan, mais aussi euskera, mais aussi beaucoup plus de langues. Et le parcours historique qu'il a fait pour que les gens parlent espagnol aujourd'hui en Espagne a été un parcours historique fortement influencé par des décisions politiques, sociaux, etc., qu'il faut connaître et tenir en compte. Ce n'était pas une question spontanée ou naturelle. Et bien sûr, cette conception de langue était exportée à travers le colonialisme, notamment dans les systèmes d'éducation qu'on utilise, par exemple, chez les universités, dont on sépare, chez les départements de langue modernes, on sépare ces départements dans des langues qui sont équivalentes à une nation. Voilà, cours d'espagnol, cours de français, cours d'allemand, cours d'anglais. Ce sont les langues modernes. Si vous parlez une langue comme ladino, ce n'est pas une langue moderne. Et alors, est-ce que c'est une conception universelle? On a déjà vu, ce n'est pas une conception universelle, ni géographiquement, ni en termes d'âge. Par exemple, il y a plein d'études qui montrent que les enfants, avant d'être endoctrinés chez le système scolaire, c'est un point de vue très Foucaultien, je sais, mais avant de ça, ils n'ont pas forcément la conception de parler différentes langues, mais plutôt de parler avec
un répertoire linguistique unifié qu'ils utilisent de façon différente dans des situations différentes, avec papa, avec maman, etc. Alors, d'où ça vient, j'ai déjà expliqué. Quelle serait une alternative plus juste et plus précise? C'est ce qu'on appelle le translinguisme, translanguaging. Bien sûr, translanguaging, le translinguisme est une question très, très compliquée. On ne va pas avoir le temps d'expliquer tout ce qui concerne le translinguisme aujourd'hui, mais quand même, je vais remarquer certaines choses que je pense que sont fondamentales. Alors, comment est-ce que ça c'est différent de cette conversation traditionnelle? Chez le translinguisme, chaque personne a un dialecte ou encore un répertoire linguistique unifié qui est unique. Si moi je parle, c'est ce qu'on a nommé l'espagnol et le portugais, et que toi tu parles aussi le portugais et l'espagnol, ce n'est pas pour ça que notre compétence linguistique, que notre répertoire linguistique est le même. Ils ne sont pas interchangeables. Alors plutôt, on a une image comme ça, dans laquelle déjà l'espagnol, l'anglais et l'arabe ne sont pas indépendantes, complètement séparées, enfermées sur eux-mêmes, des entités autonomes, mais plutôt il y a certains aspects qui se superposent, et sur tout ça, on a notre propre dialecte qui se superpose, qui est superposé à certains aspects dans certaines langues nommées, mais pas avec une correspondance évidente au 100%. Et finalement, pour finir, les gens mélangent des langues, voire ils changent de code. Alors, qu'est-ce que c'est le code switching? Je suis sûr que vous connaissez déjà ça, le changement de code. C'est juste que, voilà, si je dis « Hola, buenos días, bonjour », voilà, je sautais de espagnol au français, n'est-ce pas? Wow, code switching, ouh. OK? Alors, la question importante, c'est de se dire qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on a présupposé? Qu'est-ce qu'on a supposé lorsqu'on a pensé que je sautais d'une langue dans une autre? Premièrement, je supposais un point de vue externe selon lequel il y a l'espagnol, langue fermée sur elle-même, et puis il y a le français, et voilà, vous qui sont des réalités complètement séparées, c'est ça qui me permet de sauter d'une dans une autre, n'est-ce pas? Si c'était déjà lié, je ne pourrais pas faire ça. Et ça, je peux le faire si je viens avec des attentes monolangues. Si je viens dans ma tête avec cette conceptualisation que les gens parlent juste une langue et s'ils utilisent des mots qu'on associe à une autre langue, voilà. Ils parlent un plus un, deux langues. Mais on n'a pas une conception de répertoire linguistique unifié. Non, on pense que les langues sont séparées. Et ce n'est qu'avec ces présuppositions qu'on peut parler de code switching, qu'on peut parler de mélanger de langues. Mélanger quoi si vous n'avez pas deux entités différentes? Et on finit par décrire les gens et conceptualiser les gens en tant que membres d'une certaine catégorie sociale. Voilà, tu parles portugais, tu es un locuteur en portugais. C'est tout ce que tu as du point de vue linguistique. Tu n'es pas Joao avec ton propre répertoire linguistique unique qui tu as acquis sur la base de tes efforts et la façon dont tu as grandi, mais tu es juste un locuteur en portugais. Alors tu es interchangeable avec n'importe quel autre locuteur en portugais. Pourtant, le translinguisme, selon Ricardo Otegui et Ophelia Garcia en Wallace Reid, est l'utilisation du répertoire linguistique complet des personnes sans adhérence pour ce qu'on a nommé espagnol, sans adhérence pour ce qu'on a nommé français. On s'en fout de ça. On part juste avec les mots, les lexiques et les catégories grammaticales qu'on a. Et puis, si les gens veulent associer ça au français, au espagnol normatif, au portugais, c'est une autre question. Ça vient après. Tout au début, il y a juste la langue. C'est pour ça que ça s'appelle translanguaging, car c'est une activité, pas une entité réifiée comme une langue nommée. Vous voyez, donc les ing, ça veut dire activité. Et alors, ça implique une conception radicalement différente
Ça implique premièrement que notre point de départ est notre activité dans le cerveau. Alors, dans le cerveau, on n'a pas un carré qui dit espagnol, un autre qui dit français, un cercle qui dit allemand, n'est-ce pas? On a juste la capacité à s'exprimer linguistiquement. Et si on adopte ça comme point de départ, le translinguisme est beaucoup plus précis que la conception traditionnelle. En plus de ça, on ne peut plus stigmatiser les gens lorsqu'ils utilisent tout leur répertoire. Donc, par exemple, quand on dit « This is America, we speak English », qu'est-ce que ça présuppose? Ça présuppose des attentes monolangues. Et voilà, si tu ne peux pas t'adhérer à ces attentes monolangues, on va te stigmatiser. On va dire quelque chose de négatif sur toi. Si on est dans les cours de français normatif et qu'on utilise un mot en espagnol, en allemand, on va dire « pas français ». Arrête avec ça. On n'est pas ici pour rigoler. Voilà. Donc, il n'y a pas de stigmatisation dans l'usage de notre répertoire linguistique complet. Et finalement, et c'est très important aussi, c'est la reconnaissance que chaque personne a un répertoire linguistique unique qui ne peut pas être comparé ou interchangé par n'importe quel autre. Voilà. Ce sont les 10 mythes polyglottes, les 10 idées reçues. Merci beaucoup et gracias Cholula. Viva México, cabrones. Now I should take questions, right? I should be nice and take questions, yeah. I could go home now, but yeah, I can take questions. I'm just going to sit down. I see somebody there, but yeah. There's somebody there. Merci pour la présentation intéressante, Carlos. J'aimerais savoir, sur la base de ces mythes et problèmes que tu vois dans la communauté polyglotte, quels sont les changements principaux que tu aimerais voir au sein de cette communauté ici? Très bonne question. Et pour ça, je voudrais aller en retour dans ça. Voilà. Alors, premier changement que je voudrais voir, c'est qu'on arrête de parler de si les gens ont un accent fort ou faible ou je ne sais pas quel adjectif. Qu'on comprend qu'on a tous un accent et qu'il y a des accents plus standardisés et moins standardisés, mais juste parce qu'on associe des accents à certaines classes politiques hautes ou basses, ça ne veut pas dire que la personne en question est mieux ou pire que nous. Ils juste parlent avec leur accent et on a tous un accent. Premier changement. Deuxièmement, comme j'ai déjà dit à propos des drapeaux, l'usage de noms de langue dans leur format local, je pense que c'est plus précis et plus juste. Troisièmement, de parler des langues du monde plutôt que des langues étrangères. Je ne veux pas établir ce genre de binarisme entre certains gens et certains d'autres. Je pense qu'on peut établir une question d'horizontalité entre tous. Les trucs que les gens parlent, que les gens pensent dans des langues spécifiques, ce n'est pas si offensif, je pense, à mon avis. Pourtant, ce n'est pas exact, mais ça, ce n'est pas une question qui me gêne, parce que ce n'est pas une question qui a à voir avec l'inclusivité sociale, qui, à mon avis, est plus important. Même chose avec le numéro 5. Ce sont juste des illusions cognitives, mais ça ne gêne personne, ça n'offense personne. Ça, c'est important. Le truc qu'on commence à avoir les gens qui parlent plusieurs langues en tant que des gens normaux, plutôt que des exceptions qui confirment n'importe quelle règle qui n'existe pas. Les locuteurs natifs, je pense que c'est aussi très, très important qu'on essaye de parler de L1 speakers ou locuteurs de première langue plutôt que des locuteurs natifs. Car, comme je dis, ce terme, historiquement, s'est enraciné dans une certaine discrimination européenne coloniale qu'on peut reproduire, peut-être pas au niveau de dénotation, mais au niveau de connotation, et que je pense que fait aux gens se sentir exclus dans beaucoup des interactions, se sentir inférieurs dans beaucoup de situations. Puis qu'on accepte juste que parce qu'on est polyglotte, on n'est pas forcément l'épitome de la tolérance, qu'on soit un peu plus humble et qu'on reconnaît que voilà, on a notre forme d'intolérance nous-mêmes. C'est juste qu'on n'a pas réfléchi assez pour le voir. Et puis les conceptions de langue
en tant que translanguaging ou conception traditionnelle, c'est important quand il s'agit de ne pas stigmatiser, par exemple, le bilinguisme chez les immigrants qui parlent espagnol et anglais à New York, par exemple. C'est un cas très important, mais c'est une situation qui affecte aussi beaucoup plus des autres communautés. Oui, voilà, c'est ma réponse. Merci. Bonjour. D'abord, merci pour le sujet super intéressant. Puis merci pour voilà, ce que vous avez dit. C'est peut-être un peu une théorie plus qu'une question, là, mais je me demandais si justement le translinguisme permettait pas un peu d'atténuer les problèmes que vous avez soulignés là, par rapport aux accents, puis ce qui est considéré peut-être par exemple comme moi, une version d'une langue qui est moins standardisée, qui est plus dialecte, disons, puis tout ce qui a rapport au continuum linguistique de certaines langues. Là. Voilà, je me demandais si c'était pas une solution possible. Oui, très important, merci pour la question. Effectivement, le translinguisme a des implications radicales dont je n'ai nommé que la surface. J'ai mentionné seulement les plus importants, mais au bout du compte, le translinguisme implique qu'il n'y a pas déjà une monolangue, qu'il n'y a pas déjà un bilingue, car il n'y a pas de langue en tant que des entités enfermées, n'est-ce pas? Alors, s'il n'y a pas de langue, il n'y a pas quelqu'un qui parle ces langues mieux que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a un accent supérieur à moi dans cette langue. Il n'y a pas des enfants qui doivent changer la façon dont on parle pour être respectés à la maison, etc. Donc, il y a des implications très, très fortes par rapport à l'inclusion. Ouais. Et c'est très, très important de souligner ça. Merci. Bonjour Carlos, c'est plutôt pour exprimer une opinion que pour te poser une question. Mais tu viens de dire que le 5 ne fait pas de mal à personne, mais je pense que des fois ça sert à renforcer des stéréotypes. Je pense par exemple qu'on dit que le chinois n'a pas de futur ni de passé, et c'est pour ça, parce que l'avenir est plus proche pour les gens qui parlent chinois, qui sont très forts en investissement, qui ne dépensent pas tout leur argent. Premièrement, c'est faux, parce qu'il y a tout plein de langues qui utilisent le présent pour parler de l'avenir. Et deuxièmement, non, il n'y a pas de deuxièmement. Oui, absolument, absolument. Je pense que, oui, on a cette tendance à la communauté polyglotte, moi y compris, à stéréotyper les gens sur la base des langues qu'ils parlent et de faire des présuppositions sur leurs capacités intellectuelles, spirituelles, tout ça, sur la base de ça. Et parfois, on arrive à des extrêmes ridicules. Et alors, John McWhorter, dans The Language Hoax, il a expliqué que la chance est quelque chose dans laquelle on ne pense pas trop quand on réfléchit sur des langues. Certains aspects, dans la grammatique ou lexique, sont juste des accidents. On ne doit pas appliquer un schème causaliste sur la langue et se dire, voilà, chaque mot, chaque structure a une raison derrière et cette raison est forcément culturelle et ça veut dire que ça, on a juste deux preuves limitées et on essaie de tirer des conclusions absurdes. Donc, on doit être plus près, je pense, des preuves qu'on a et bien sûr, être très, très conscient que c'est dangereux de stéréotyper les gens comme ça. Donc je te remercie pour ton avis.